octobre 1970, feu le président Félix Houphouët-Boigny, lors du 5e congrès du PDC-RDA, lançait cette phrase qui fera principe de droit dans la loi du foncier rural en Côte d'Ivoire: la terre appartient à celui qui la met en valeur. Jusqu'en 1998, cette phrase du président Félix Houphouët-Boigny fera office de loi. Jusqu'à la loi Laurent Gbagbo du 23 décembre 1998, qui, elle, lia le titre de propriété foncière à la nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, encore, à partir de 2002, 19 septembre 2002, une rébellion éclate et cette loi du foncier rural est mise au banc des accusés, estimant que des Ivoiriens sont floués parce que, étant dépossédés de leur nationalité et de leur terre. Vous comprendrez avec moi qu'aujourd'hui, nous avons deux thèmes essentiels qui sont le foncier rural et la nationalité en Côte d'Ivoire, qui posent problème et qui sont à la base aujourd'hui de la crise qu'a traversée la Côte d'Ivoire et que ce pays vit encore. Pour échanger avec moi sur ce thème, nous avons deux éminents interlocuteurs qui sont M. Adama Dumondé, président de l'Association de la défense, la démocratie et des libertés, et qui a été aussi, pendant la campagne électorale, si je ne m'abuse, le chargé de la promotion de la campagne du candidat Alassane Ouattara. Le programme Vivre Ensemble. Le programme Vivre Ensemble du candidat Alassane Ouattara. Il aura en face de lui le docteur Boga Sako, enseignant-chercheur, président fondateur de la Fédération ivoirienne des droits de l'homme et de la vie politique. Il est aussi expert consultant en droits de l'homme et également formateur dans ce domaine. Pour commencer, nous allons d'abord commencer par la première articulation de notre thème du jour, c'est-à-dire le code foncier rural ivoirien. Monsieur Adama Dumondé, qu'est-ce que cela vous inspire, le code foncier rural ivoirien? Vous savez, un pays qui se modernise, qui a l'ambition d'être un pays émergent en 2020, nous devons avoir des lois correspondant à notre ambition. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire évoluer cette loi sur le foncier et pour que nous jouissons librement et démocratiquement de la terre. Parce que sans une terre qui se valorise, on ne peut pas être émergent en 2020. Moi, je pense que cette loi qui est en préparation peut faire avancer les choses, peut corriger beaucoup d'injustices, et puis finalement, il faut s'attaquer à ce problème-là, qui est un problème crucial et qui est un problème important pour la cohésion des Ivoiriens. Bon, on peut éviter toute ambiguïté. Parlant de la loi du foncier rural, c'est la loi de 98 dont vous parlez, ou le principe de droit qu'a fondé Félix Houphouët-Boigny avançant, que vous parlez de quoi exactement? Non, moi je parle de l'évolution de la loi. Donc la loi qui est en préparation, puisque ce débat aujourd'hui est en fonction de cette perspective de loi qui va être débattue au Parlement. Je ne veux pas m'attarder encore sur la loi que le président Félix Houphouët-Boigny a fait émerger, et sur la loi du président Gbagbo, je pense que ça n'a pas évolué, ça ne nous a pas empêché les problèmes. Aujourd'hui, il faut une loi qui canalise tout ça, et bon, je suis, en tout cas moi, je suis pour l'échange avec mon frère Sako, pour que nous versons notre contribution à l'amélioration de cette loi. Le docteur Boga, pour vous, les implications, les enjeux de la loi de 98 et du principe de droit qu'a posé du moins ce président Félix Houphouët-Boigny en 1970, d'après vous, selon vous, quelles ont été les implications aujourd'hui dans la vie politique ivoirienne? Je voudrais d'abord commencer par vous remercier et féliciter Event New TV d'avoir eu cette belle initiative. Je salue aussi mon frère,
que je connais sans doute par médias interposés. Et je suis heureux de me retrouver avec lui sur un plateau pour débattre. Nous sommes des citoyens, nous sommes des intellectuels. Notre pays en a formé. Notre pays est en crise. Nous avons un rôle à jouer. En tant qu'intellectuels, de tout bord politique, de toute sensibilité intellectuelle et religieuse. C'est ce débat-là qui a manqué à notre pays. C'est pour cela qu'il faut saluer BioTV. Et c'est pour cela qu'il faut aussi interpeller déjà ceux qui gouvernent aujourd'hui. Ouvrez le débat. On va arrêter les méfiances, les peurs, les crises. Laissez les gens s'exprimer. C'est un fondement important de la démocratie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Voltaire. Quand il a dit, je le cite, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » Fin de citation. Voilà la démocratie. Vous êtes pro ceci, pro cela, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc on ne peut pas dire, ne débattons pas. Donc déjà, par cette introduction, je suis en train de dire que quand vous muselez l'intelligence, quand vous bâillonnez les libertés, vous êtes déjà un dictateur. Et vous êtes en train de tuer le processus qui évolue. Ce débat-là, j'ai deux observations à faire sur votre question. La première observation, c'est de dire, quelle opportunité. Au moment où nous sommes sur ce plateau, quelle opportunité. Un pays déchiré. Après 20 ans, en 2010, on voulait sortir des élections pour qu'ensemble on puisse se retrouver. Ça a été plus catastrophique. Des fils de la Côte d'Ivoire sont hors du pays, en exil. Le président actuel, M. Ouattara, il gouverne avec une partie des Ivoiriens qui ont gouverné hier emprisonnés. Quelle opportunité. Oui, mais la Côte d'Ivoire, l'État, c'est la continuité. Il a le droit de faire des lois, etc. Il y a eu des injustices. Mais vous les réparez avec qui? Est-ce que ça fait consensus? Donc la question de l'opportunité se pose. Première observation. La deuxième observation, c'est que je ne suis pas d'accord avec la lecture que vous faites. Parce que vous avez semblé dire aux Ivoiriens et au monde entier que si la Côte d'Ivoire est en crise, c'est parce qu'il y a un problème de foncier rural. Ce n'est pas vrai. Le problème de foncier rural fait partie des problèmes existentiels de tout État. Allez-y au Burkina, allez-y au Mali, allez-y au Libéria, en Côte d'Ivoire, oui, on en connaît. Et ça, à l'origine de beaucoup de crises. Vous me savez très bien, je suis un acteur de la société civile. J'ai sillonné pas mal de régions à Diokwe, même dans mon propre village, hein, à Divo et tout cela. On connaît ces problèmes-là. Mais est-ce que ce sont ces problèmes-là qui ont fait qu'en 2002, des fils du pays ont pris des armes? D'abord même, est-ce que ce sont ces problèmes qui ont fait qu'en 1999, il y a eu un coup d'État? Non! On a d'autres problèmes fondamentaux liés à la démocratie. On a des problèmes fondamentaux liés à la compréhension et au respect des lois dans tout État de droit. À la démocratie. Ce sont des principes. Il faut les respecter. Donc je veux dire que déjà, dans l'introduction, je tenais à faire cela parce qu'on va débattre de ce débat qui est très intéressant pour la construction de notre pays. Mais, quand vous liez cela à la crise actuelle, je dis que ce n'est pas opportun. Parce que l'opportun, mais vous allez traiter cette question des terres-là comment, alors que les Ivoiriens sont hors du pays? C'est lié à la question de la nationalité, on en parlait tout à l'heure. C'est pour cela que la loi de 98, l'article 1er, lie directement la question des terres à la question de la nationalité. Donc aujourd'hui, parler du foncier rural revient à parler de la nationalité, et donc tout le débat ivoirien se trouve là, et on n'est pas... Non, justement, Maître, je vais préciser les choses. Je ne vais pas, avec vous, reprendre le débat des élections. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que ce débat apporte un plus à la réconciliation, à la reconstruction. Je veux dire par là que la crise électorale est derrière nous. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Ce qui est primordial aujourd'hui, c'est comment nous pouvons consolider notre existence et coexistence ensemble. C'est ce qui est plus important pour moi. Et c'est pour cela que j'ai accepté de débattre avec vous. Parce que c'est vrai, il y a des Ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire. Mais la majorité des Ivoiriens sont en Côte d'Ivoire. Et la majorité des Ivoiriens, j'en viens tout récemment, je suis heureux de savoir que nous sommes de la même région. Si vous parlez de Divo, vous parlez de Lakota, vous parlez de chez moi, Zikiso. J'ai fait les 42 villages, je sais les problèmes, la souffrance des Ivoiriens. Nous qui sommes à l'extérieur, qu'on soit de gré
par nécessité d'immigration, nous devons apporter notre plus à trouver une solution politique à votre préoccupation. Justement, s'il vous plaît, docteur Mouna, j'aimerais ici préciser tout simplement, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est vrai, l'enjeu de cet entretien n'est pas nécessairement... mais il est bon pour nous de rappeler que nous voulons pour l'instant débattre sur deux sujets que nous estimons être essentiels et qui ont été des facteurs, je dirais même confligènes aujourd'hui dans la situation que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas nier ce facteur-là, ce facteur qui est celui du foncier ouvert en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas ignorer la question de la nationalité en Côte d'Ivoire. C'est vrai, aujourd'hui il y a des exilés, c'est vrai, aujourd'hui il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire, c'est vrai, aujourd'hui il y a des Ivoiriens qui sont hors du pays. Il faut qu'ils reviennent. Mais aujourd'hui, nous cherchons à comprendre ce qui a pu engendrer ces situations où les Ivoiriens n'ont pas été capables de s'asseoir autour d'une table pour parler. Voilà ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous prenons deux Ivoiriens qui ont des sensibilités certainement différentes, mais qui n'ont pas refusé de s'asseoir ensemble. J'espère que vous êtes assis autour de cette table pour qu'ensemble nous parlions du foncier rural qui part certainement depuis notre histoire coloniale jusqu'à aujourd'hui. Ce qui en fonction de cela, nous en tirons certainement chacun ce qu'il faut. Et puis voilà. Sans doute, dans la suite du débat, puisque nous sommes là pour débattre, on s'est déplacé pour cela, on ne peut pas fuir le débat. Et l'opportunité de débat se trouve dans votre présence. Mais justement, vous allez voir que je n'ai pas raconté des choses comme cela au hasard. Parce que fondamentalement, pour débattre d'une question foncière, au pire des cas, nous sommes obligés de passer par un référendum. Par exemple. Or, lorsque vous voyez derrière les mécanismes, nous sommes mal barrés. Mal barrés parce que la crise en interne fait que même quand il y a des élections, il y a des partis qui les boycottent, il y a des partis qui ne se reconnaissent pas là-dedans et tout cela. Sinon, maintenant, je viens sur la loi de 98. Venons au problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose problème dans le foncier rural? Très bien. C'est la contradiction des deux thèses que vous avez présentées dans l'introduction. Nous avons un père fondateur, paix à son âme, le président Félix Houphouët-Boigny, qui lui avait une vision de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, propre à lui. Il voulait faire déjà de la Côte d'Ivoire un bastion, un échantillon d'une Afrique unie. Encore que dans sa méthode, il était un peu opposé à Kwame Nkrumah, qui voyait déjà plus loin les États-Unis d'Afrique. Nous sommes dans les années 60. Mais Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire, il est pour l'ouverture. Et déjà, dans la pratique, il l'a démontré. C'est comme cela que notre terre, qui est très riche, a bénéficié des pays. De toute façon, à l'époque, nous étions dans un même pays avec le Burkina Faso et tout cela. Ok? Le président Houphouët dit, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Il était le président de la République, très respecté, très craint. Cela a marché jusqu'à un moment. Mais comme l'a dit tout à l'heure mon interlocuteur, mon frère... Sa phrase n'a pas été traduite en loi. Non, mais dans les faits. Parce qu'il y a l'esprit et à la lettre. Comme la loi évolue, parce que les citoyens évoluent, les citoyens d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et les Ivoiriens de demain ne seront pas ceux d'aujourd'hui. Ils ne raisonneront plus comme nous. Avec tout ce qu'on a connu là, je suis sûr que ceux de demain ne raisonneront plus comme nous raisonnons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe? En 1998, on décide de faire prendre une loi pour que cela change. Parce qu'en 1998, souvenons-nous très clairement, pour que les interlocuteurs nous suivent bien, en 1993, le président Houphouët-Boigny décède. Et donc, celui qui prend la relève s'appelle Henri Konan Bédié. Tout cela, par rapport aux vieux, en griffe, ils ont l'esprit jeune. D'ailleurs, même, vous savez très bien, quand le président Houphouët fait appel à M. Alassane Ouattara, déjà, en tant que Premier ministre, vous voyez que déjà, il envoie, en tant que technocrate international, il envoie des idées nouvelles. D'où, par exemple, la carte de séjour. Ça, ce n'est pas une invention, mais c'est la conception moderne de la gestion d'un État. Le président Henri Konan Bédié décide donc qu'une loi soit prise de façon définitive pour que la question soit réglée. Je fais maintenant l'historique de cette loi de 1998. Habituellement, sous Houphouët jusqu'à Chou Bédié, le Parlement était une caisse de résonance du parti unique qui était le PDCI. Est-ce qu'avant cette loi, il existait une autre loi? Non, mais je parle de la pratique même de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le parti ayant décidé, le président Houphouët ayant un objectif, son Parlement, qui était de son bord politique, ne faisait que l'accompagner. C'était le parti unique. En 1998, où il y a des opposants et tout cela, dans l'Assemblée nationale, ils ont voulu s'amuser en prenant une loi sur la question foncière. Le peuple ivoirien a commencé à grogner. C'était la première fois, et ça je le dis, c'est la première fois que les députés suspendent
la prise d'une décision et ils vont consulter le peuple. C'est la première fois que les parents dans les villages ont été réunis par leurs députés. Alors que la pratique, quand on les vote, ils vont à Abidjan et le débat est clos. Pour une fois, ils sont allés vers les populations pour prendre leur avis. C'est comme cela que la loi de 98 est intervenue. Et je termine. Je vais citer ici une experte, Jacqueline Loès-Oble, ex-garde des Sceaux, ministre de la Justice, sous M. Alassane Ouattara en tant que Premier ministre. De mon côté, elle m'intéresse parce qu'à l'université, c'est une professeure de droit. Elle a fait une étude comparative des lois foncières des pays de la sous-région pour voir en quoi est-ce que la loi ivoirienne était négative ou positive. Bien au contraire, quand vous comparez et les constitutions et les lois foncières de la sous-région ouest africaine, nous ne sommes en aucun cas en déphasage avec les pratiques. Et Lina Makoussi l'a confirmé. Mais on parlera tout à l'heure de Lina Makoussi. Docteur, en revenant sur cette loi, je reviendrai à vous tout à l'heure. En revenant sur cette loi de 1998 que les Ivoiriens appelaient la loi Laurent Gbagbo. À cette époque, précisons que Laurent Gbagbo n'était pas encore président de la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens, même surtout les paysans, qui l'ont appelé loi Laurent Gbagbo parce que, comme le professeur, le docteur Bogazakou l'avait dit, pour la première fois, les députés étaient obligés d'aller voir leurs électeurs, étaient obligés de... C'est dans ce sens, comme c'était l'un des opposants les plus farouches à l'époque, c'était évidemment un problème parce que le principe, tout simplement, mais cette loi a posé évidemment un problème parce que le principe de loi que avait opposé le président Félix Houphouët-Boigny en disant que la terre appartient à celui qui la met en valeur, a fait, à partir de cette loi-là, et mis en cause. Cette loi liait la propriété foncière à la nationalité ivoirienne, a mis en difficulté un certain nombre de propriétaires terriens qui, sous Houphouët-Boigny, étaient propriétaires donc du coup. Maintenant, ils se sont vus dépossédés. Oui, alors en tant que à l'époque, en 98, là, 98-99, j'étais membre de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Donc la question a été posée parce que, vous savez, en matière des droits de l'homme, il y a la question de la propriété. Est-ce que l'État, par une disposition judiciaire ou légale, peut déposséder des ayants droit? Mais la loi, non seulement c'est l'article 1er, dès qu'ils ont commencé à naître, l'article 1er dit ne peut être propriétaire terrien qu'un Ivoirien. Et la loi a pris d'autres dispositions pour dire que quand tu n'es pas ivoirien et que tu es propriétaire, tu peux léguer la terre à un fils, à un de tes ayants droit, mais de nationalité ivoirienne. Mais la loi n'a pas été mise en pratique. Elle n'a pas été mise en pratique jusqu'à ce qu'elle n'a pas été promulguée parce que, entre la théorie, loi votée, et la pratique, il faut savoir tenir compte de l'opportunité. En droit, ça existe. Je voudrais dire que c'est pour cela qu'il faut faire évoluer la société. C'est pour cela que la décision prise par le gouvernement, le président Alassane Ouattara, de faire évoluer le code de la nationalité et le code foncier, le code foncier est une bonne chose. Vous l'avez dit vous-même, nous évoluons. Je ne vais pas faire l'historique, hein, mais le président Félix Houphouët-Boigny, le fondateur de notre Côte d'Ivoire moderne, voulait un État d'abord. Pour faire les États-Unis d'Afrique, il faut consolider l'État d'abord. C'est ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, en 2013, il va falloir que nous évoluions. Est-ce qu'on peut moderniser notre pays avec une loi villageoise, une loi qui limitait les propriétaires terriens parce que nos ancêtres allaient faire de la chasse, ils ont conquéri leur territoire, la terre leur appartenait. Moi, j'ai été surpris, et tout dernièrement, de voir dans mon propre village, à Zikisso, des autochtones qui n'ont pas droit à la terre. Donc, faire évoluer cette société, parce que c'est les derniers... Vous pouvez nous dire pourquoi des autochtones ne sont pas ici au Zikisso? Parce que je ne suis pas propriétaire terrien. J'ai une famille à Zikisso, originaire de Gagnoa, qui sont venus s'installer à Zikisso dans, je crois, il y a 2 siècles de cela. Ceux-là n'ont pas droit à la terre, sauf que
si le propriétaire terrien qui a acquis cette terre parce qu'il avait droit de chasse et il avait sa plantation, donc c'est lui le propriétaire terrien. Tant que la coutume, tant qu'il ne donne pas la terre, l'autochtone qui est d'originaire de Gagnoa n'a pas droit à avoir une terre. Donc la réalité aujourd'hui, on limite cette évolution de la loi à les allogènes, à l'autochtone. Mais ça va au-delà. Et l'exemple que je vous prends est aussi valable dans la région du Nord. Donc, il faut faire évoluer cette loi. Mais justement, je dis, il ne faut pas se limiter aux droits fonciers de nos arrière-grands-parents. Il faut faire évoluer et correspondre la loi à cette modernité-là. Et aujourd'hui, nous pouvons apporter un plus. Mais excusez-moi, il y a un problème. Aujourd'hui, le foncier en Côte d'Ivoire, d'abord, il a une base d'abord sur le droit coutumier, oui. Parce qu'il faudrait reconnaître que la Côte d'Ivoire, il y a eu un décret du colon, un décret de mai. Est-ce qu'il faut rester sur cette loi coutumière? Non. Je finis. C'est sûr, il y a eu d'abord le foncier royal était basé d'abord sur le droit coutumier, d'abord. Ensuite, Félix Houphouët-Boigny, qui avait, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, qui avait une ambition peut-être de développer, comme il a dit, lors même de ce congrès, il a dit que la Côte d'Ivoire n'a pas d'usine à nationaliser. La Côte d'Ivoire n'a pas de commerce à étatiser. La Côte d'Ivoire n'a pas de terre à distribuer, mais elle a des terres à mettre en valeur pour justifier son propos. En 1998, il est arrivé un autre état d'esprit en Côte d'Ivoire où dit non, il fallait que la terre appartienne, parce que quand Oufou disait qu'il fallait développer la Côte d'Ivoire, ils ont fait appel à la Côte d'Ivoire a fait appel à la main-d'œuvre étrangère. Nécessairement, quand elle mettait cette terre en valeur, elle en devenait propriétaire de fait. C'est ce qui a fait évoluer notre pays. Maintenant, comment on fait évoluer, comment on part avec le droit coutumier, avec la loi de 98, avec d'abord l'esprit Houphouët, avec l'esprit, la solution du fouet, et puis la loi de 98. Comment on trouve une solution pour les proposer et comment d'abord dans des têtes, ce qui a posé problème, ce qui a fait qu'aujourd'hui on est en train de se déchirer à l'ouest. Avec votre permission, je voulais vous dire ceci. Tout à l'heure, dans l'introduction, le frère a semblé voir que Dr Boga voulait ramener le débat aux questions électorales. Donnez-moi cette idée. Deuxièmement, je crois que je n'ai pas été compris. Mais tout à l'heure, dans votre analyse, vous dites il faut que nous fassions évoluer la Côte d'Ivoire. Ouais. Le nous est mis pour qui? Mon problème, c'est qui risque de nous arriver. Pour vous et moi. Non, mais pour nous, on ne suffit pas. Nous, le nous, c'est tous les Ivoiriens. Non, mais vous expliquez pas du nous. Non, je ne me suis pas expliqué. Non, je viens. Vous m'avez pas essayez de me comprendre. Le nous est mis pour tous les fils de la Côte d'Ivoire. Le nous est divisé. Voilà mon introduction. Le nous est divisé. Alors, qu'est-ce qui risque de nous arriver? M. Alassane peut faire prendre des lois. Tout de suite. Mais après Alassane. Le problème, c'est que quand on prend des lois, il faut qu'elles soient pérennes. Voilà mon introduction. Donc la question est tellement brûlante, tellement importante, que je supplie ceux qui nous gouvernent actuellement. Et quand j'ai dit tout à l'heure, quelle opportunité, ce n'était pas pour blasphémer ou pour bluffer. Non, je connais les réalités de mon pays. Mes compatriotes sont divisés. Il y en a qui ne se reconnaissent pas en le président actuel. Et puis ils se précipitent pour régler la question foncière, pour régler la question de... Non, je viens. Non, laissez-moi faire. Non, permettez-moi de dire, en tant que j'ai le droit, j'ai le droit de dire... Nous sommes en échange. Non, mais c'est ma lecture. Moi, j'estime qu'en 2 ans, il se précipite sur une question essentielle, existentielle pour la nation ivoirienne, alors qu'il y a des priorités. La priorité réunifie d'abord les Ivoiriens. Il faut les réconcilier entre eux. Une fois qu'ils sont réconciliés, ensemble, ils vont s'asseoir pour régler cette question des terres, qui concerne le nord, le sud, l'est et l'ouest. Mais tant qu'il y en a qui sont en prison, tant qu'il y en a qui sont exilés, tu peux te précipiter aujourd'hui, prends tes lois, mais demain, elles seront abrogées.
Merci. Une loi évolue toujours. Une loi est corrigée en évoluant. Je peux dire que je recuse le mot précipitation. Non, mais c'est ma lecture. Non, bon. C'est ma lecture. Oui, c'est précipité. En 2 ans même annoncer sa candidature, c'est précipité. S'il vous plaît, docteur. Je veux dire que je ne pense pas que cette loi soit précipitée. Elle va être discutée à l'Assemblée nationale. Quelle Assemblée nationale? Docteur, s'il vous plaît. Ah, voilà. Voilà ma question de fond. Quelle Assemblée nationale? Écoutez, vous avez tout à fait le droit de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Mais il faudrait que la Côte d'Ivoire avance. Très bien. Sans nous. Oh non, mais écoutez, vous êtes invité. Comment? Je suis en exil. Vous êtes invité. Mon président, là, il m'invite comment? Ben, même il y a une semaine à Korogo, il vous a invité. Hein. Il a invité qui? Quand on invite verbalement, on prend quelle disposition? D'accord. J'arrive. Vous êtes bien informé. Non, pas du tout, je suis pas au courant. Je vais vous informer. Jeunes frères. Vous avez la chance. J'ai des jeunes frères avec des jeunes qui étaient à la FESI. J'ai mené campagne à mon côté. À quelle élection en fait? Ben, je ne suis pas informé. Oui, d'accord. Vous voulez m'informer? À la mairie de Zikiso. Ah! Bon, je peux vous dire qu'il y a une dizaine d'anciens maires FPI qui ont participé à ces élections-là. J'ai échangé avec le maire sortant de Zikiso, qui est un membre du FPI et qui a été exclu. Je lui ai dit, jeune frère, si je viens battre campagne, c'est pour que, et j'ai salué le courage de ce jeune homme, parce qu'il s'est représenté pour tourner cette page, Non, et j'ai eu, non, permettez-moi. J'ai eu l'occasion. Non, on ne sortira pas. On a le temps pour le débat. C'est important ce que nous faisons là. On est en plein là-dedans, jeune frère. Non, Pour l'instant, ici, c'est moi qui demande aux interlocuteurs de se calmer. D'accord. Ok. Non, et c'est parce que je voulais juste dire, vous avez mené campagne. Vous avez mené campagne à Zikiso. Non, mais en même temps, vous allez terminer. Laisse-moi finir. Je vais dire que à côté de moi, il y avait des jeunes de la FESI et des jeunes miliciens qui étaient proches du FPI. Et ce qui m'importait, c'était l'avenir de ces jeunes personnes-là, qui sont tous diplômés. Ils sont maintenant retournés au village et ils veulent se reprendre en main. Et c'est pour cela qu'il faut faire de telle sorte que parmi ces jeunes qui veulent rester au village parce qu'ils savent la vie habitant dans des grandes villes, il faut, quand vous parlez de précipiter, je dis, ce n'est pas du tout précipité. C'est pour maintenir ces jeunes-là qui ont la volonté de rester dans ce village-là maintenant, pour développer ce village. C'est pour cela qu'ils n'ont pas fait de différence et je ne me suis même pas présenté sur la bannière de mon parti politique. Donc, autour de moi, il y avait ces jeunes de la FESI, ces jeunes miliciens qui étaient proches de l'ancien président de la République, et encore, j'ai des jeunes frères qui étaient au Ghana. J'ai eu l'occasion de faire rentrer une dizaine de jeunes. Vous êtes très, Donc, pour vous dire, docteur, que cette loi-là fera avancer la réconciliation. Mais ce qu'il faut, il faut la volonté politique. Il faut que vous sachiez que vous avez perdu le pouvoir, que le rôle... S'il vous plaît. Non, vous avez perdu le pouvoir. S'il vous plaît. Pourquoi vous êtes à l'extérieur? S'il vous plaît. Mais voilà. Vous savez pas qu'il y a des militants, des droits de l'homme qui sont à l'extérieur. Il y a des artistes, des intellectuels qui sont sortis de l'Algérie. C'est pour ça que je voulais vous dire. Non, je vous écoute. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Permettez. Tout à l'heure, depuis fort longtemps. Ah oui, mais donc quand on se parle, on se connaît. Mais les Ivoiriens me connaissent très bien. Et j'étais sûr. Non, mais je finis. Vous allez dire après, s'il vous plaît. Vous m'avez dit, vous avez été candidat à Zikiso. Vous m'avez informé à la mairie de Zikiso. Monsieur, je dis bravo, je suis fier. Je suis fier d'être Dida. Je suis fier des gens du Sud. Je suis fier de mes parents. Vous savez que M. Didier m'a dit qu'il a fallu être lynché dans le Nord pendant les élections. Vous savez ça? Non? Est-ce que vous le savez? Je le sais, mais... Bon, non, mais écoutez, non, mais attendez. Oui.
Allez-y. Vous avez battu campagne à Zikissou. Oui, oui. Vous avez un nom bien d'artiste. À côté de vous, il y avait qui? Des jeunes d'Ida, de tout bord. Vous dites proches de l'ancien régime et tout. Mais ils vous ont accompagné. Guégué Madi a failli être lynché. Dans le Nord. Pour être allé à soutenir un candidat du RHDP. Si Guégué Madi a été poursuivi dans le Nord, quel autre fils du Sud peut avoir le courage d'aller dans le Nord? J'ai fini. C'est pour vous dire que pour régler les questions de fond, de terre, qui concernent toute la nation, allons-y étape par étape. L'étape qui s'impose aujourd'hui, c'est que les Ivoiriens se retrouvent. Moi, je ne suis pas assis ici pour dire qui a perdu le pouvoir, qui a le pouvoir. Ce n'est pas ça mon fait. Mon fait, c'est de dire, on va parler des terres. Vous allez vous parler de mes parents. Vous parlez de mes parents en disant que mes parents. Mais bien sûr, donc vous parlez de nos parents. Donc vous avez dit que tous les Ivoiriens sont concernés par cette question-là. Et au pire des cas, sans doute qu'une question de référendum va s'imposer. Et pour faire ces questions-là, il faudrait que tous les Ivoiriens se retrouvent. Merci. Je vais recentrer un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Je vais recentrer un peu les choses. Nous ne sommes pas ici pour le cœur du clocher. Non, pas du tout. Il n'y a pas Laurent Gbagbo qui est assis là. Moi, jamais. Personne n'a perdu sur le pouvoir, personne ne l'a gagné. Pour l'instant, nous sommes là pour parler de la question du foncier populaire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a un problème. Posons des vraies questions. Je vais poser cette question. Pour être propriétaire terrien en Côte d'Ivoire, faut-il être ivoirien? Cette question, je vous la pose. L'article 1er le dit. La loi de 98, l'article 1er dit clairement que pour être propriétaire de la terre, il faut avoir la nationalité ivoirienne. Il faut être ivoirien. Seuls les Ivoiriens ne peuvent être propriétaires terriens. Mais cela... Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui étaient propriétaires terriens, qui n'étaient pas ivoiriens avant 1998? Voilà où le propos de mon frère sont intéressants en ce que la loi est en prise en 98. Entre la prise de la loi et la mise en pratique de la loi, il faut faire évoluer le débat. Parce que jamais nous n'accepterions qu'un propriétaire d'une terre déjà, parce que la loi n'est pas rétroactive. En principe, une loi n'est pas rétroactive. À partir du moment où elle est prise, elle est évolutive. Mais le monsieur qui est propriétaire, anciennement, qu'est-ce qu'on fait? Et on regarde, et ce que je suis en train de vous dire a été reconnu par Lina Makoussi. Il a le texte de Lina Makoussi, je l'ai, qui dit que le code rural, du foncier rural, est un texte libéral et irréprochable, d'un point de vue juridique, parce que c'est une question extrêmement difficile. Mais dans la pratique, moi je ne peux jamais soutenir alors aucun régime qui ferait spolier des propriétaires de leurs terres d'une façon abusive. Et on ne peut pas l'accepter. C'est en cela que lui et moi, on peut être utile, comme beaucoup d'Ivoiriens, pour faire évoluer nos dirigeants. Pour leur dire, oui, le premier avait vu de cette manière-là, d'abord il y a le droit coutumier, le président Oufouette avait sa façon, et en 1998, sous l'impulsion d'une assemblée générale, assemblée nationale ouverte, ils ont pris des dispositions, il faut faire évoluer les choses. Mais on ne peut pas dire... Je reprends à ta question. Oui, pour vous dire, c'est pour cela que j'ai recusé tout à l'heure le mot précipitation. Pour être propriétaire terrien en Côte d'Ivoire, faut-il être nécessairement ivoirien? Pas forcément. Puisqu'il y a des propriétaires qui ne sont pas ivoiriens. Il vient de le souligner lui-même. Avant l'indépendance, il y a des Français qui avaient des terres, ils sont propriétaires jusqu'à présent. Hein? On parle de foncier rural. Oui, mais c'est ce que je dis. Dans notre région à Divo, on a connu les espoirs et autres. Ils sont propriétaires de leur terrain. Donc, pour dire que le mot précipitation, je refuse encore une deuxième fois, il faut, la loi qui est en prévision donne 10 ans pour régler tous ces problèmes-là, pour mettre en ordre, pour avoir un titre foncier pour la terre qu'on possède. Et quand le président Félix Houphouët-Boigny a dit que c'est lui qui valorise la terre lui appartient, mais il a dit ça dans le cadre de l'évolution du pays. Comment déposséder celui qui fait évoluer le pays? Hein? Donc, je dis que cette loi qui est en boîte, qui va être à l'Assemblée nationale, il est important, partout où nous sommes,
d'apporter notre contribution pour faire évoluer notre pays, parce que les présidents passeront, et la Côte d'Ivoire existe. Et nous avons besoin d'évolution. Mais justement, moi, excusez-moi, là, je ne comprends pas. Vous dites que les présidents passent, nous sommes tous d'accord avec, mais il y a un problème. Quand vous dites que, pour vous, ça ne pose pas de problème qu'il y ait des non-ivoiriens, qu'il y ait des titres fonciers en ce qui concerne le droit rural, en ce qui concerne les questions de foncier rural en Côte d'Ivoire. Oui. Si d'aventure, par extraordinaire, faisons de la fiction, il arrivait que toutes les parcelles de terre cultivables en Côte d'Ivoire sont aux mains des étrangers. En ce moment, le développement économique appartient aux Ivoiriens. Écoutez, ils ne vont pas développer si c'est un Français qui a le titre foncier dans ma région de Divo. Quand il va faire évoluer, quand il va faire des plantations, il ne vient pas faire évoluer la France. Il fait évoluer la Côte d'Ivoire. Et ça m'étonnerait. Donc ça ne vous gêne pas, vous, ça ne vous gêne pas aujourd'hui, après la crise qu'il y a eu, surtout dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où il y a eu des contingents de Maliens, de Burkinabé, qui sont arrivés dans les terres, dans les régions de l'ouest, pour mettre en valeur, pour exploiter même des forêts classées. Je vais vous dire ça ne vous gêne pas, ça ne vous pose pas de problème. Écoutez, à l'ouest, toutes les personnes qui occupent aujourd'hui des terres, parce que la terre appartient à l'État d'abord, même s'il y a le droit coutumier là-dessus, la terre appartient à la Côte d'Ivoire d'abord. La plupart des personnes qui se disent propriétaires aujourd'hui n'ont pas de titre foncier. C'est pour cela qu'il faut régler ces problèmes. Sans cela, on va voir si l'étranger qui occupe une parcelle de terre, s'il est vraiment propriétaire. Parce qu'on ne se limite pas. Parce que le paysan vous a vendu sa terre à 100 000 francs, cela ne vous donne pas le droit d'être propriétaire, puisque le propriétaire de la terre, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut avoir un titre foncier. Maintenant, si on veut appliquer la loi pour dire que pour être propriétaire des terrains, il faut être ivoirien, c'est en cela qu'on va juger si ce monsieur a droit ou pas. Moi, je dis... Monsieur Adama, tu veux faire évoluer la loi dans le sens que vous voulez. Celui qui va posséder un titre foncier rural, doit-il être ivoirien ou peut-il être ivoirien? Doit-il être ivoirien ou il peut être étranger? C'est pour cela que la question sera débattue à l'Assemblée nationale. Moi, à mon avis, celui qui valorise la terre déjà, doit avoir un titre foncier. Fut-il étranger? Exactement. Alors, oui, cher ami, je suis un peu embêté qu'on parle de cette question, mais éminemment importante pour la nation, d'une façon aussi légère. Je suis très embêté, je vous assure. Parce que quand j'ai écouté le porte-parole du gouvernement à l'issue de ce conseil des ministres parlant de cette question-là, où il a donné donc les 10 années pour qu'on puisse, où il a donné les conclusions du conseil des ministres, il nous a dit, oui, mais c'était une disposition de l'accord de Lina Makoussi. Ça me ramène encore sur la question de l'opportunité. Vous avez dit que, bon, moi j'estime que c'est précipité. N'en faites pas un problème en tant que tel. C'est ma lecture. J'estime que un président actuel qui gouverne la Côte d'Ivoire a des priorités, des questions importantes. Quand vous les réglez, vous faites évoluer le pays, ensemble. Je le dis, c'est ma conception et c'est ma vision. Quand j'ai lu cette question, cette préoccupation du porte-parole du gouvernement, je me suis dit, mais attendez, où est la question de Lina Makoussi ici? Parce qu'en fait, c'est à Lina Makoussi que la question a été abordée en estimant que la Côte d'Ivoire avait connu une grave crise. Et donc, dans le texte annexe de Lina Makoussi, donc, qui est signé en janvier donc, 2003, on demande que l'État de Côte d'Ivoire fasse tout pour régler cette question-là. Mais aujourd'hui, si le président actuel de la Côte d'Ivoire, il revient encore aux accords de Lina Makoussi, je dis, mais enfin, où est-ce qu'on se trouve? Parce que nous, on pensait que après la crise électorale, on était maintenant dans un État qui allait fonctionner de façon démocratique avec la Constitution comme étant la boussole. Mais si le président vient faire allusion à Lina Makoussi, à cause de cet échange-là, j'ai lu et relu l'accord de Lina Makoussi et je voudrais relever quelque chose. Ce qui a été demandé sur la question foncière, sur la question de la nationalité à Lina Makoussi,
C'était un gouvernement de réconciliation nationale qui a eu des missions. Où il est le gouvernement de réconciliation nationale? C'est dépassé ça. Donc aujourd'hui, pour une question aussi brûlante, moi, à la limite, j'ai envie de dire, mais on va vous laisser faire. Et demain, nous allons défaire. C'est tout simple. Si c'est votre conception de l'évolution d'un pays, je ne partage pas. Oui, mais si vous précipitez les choses. Le cas Amadé Oulemi et ses soldats qui exploitent la forêt dans le Mont-Pégo, ça ne vous dit rien? Ça me dit beaucoup. C'est en train de se résoudre. Amadou Oulemi a été délogé de la forêt et ses soldats seront délogés et la forêt serait mais non! Oulemi a des titres fonciers, il est propriétaire. Comment vous allez faire? Il est propriétaire. Non, vous avez vu ses papiers? Attendez. Il est propriétaire. Bon, s'il était propriétaire, il ne serait pas délogé de cette manière, maître. Je vous dis, Oulemi n'est pas propriétaire et il sera délogé. Il a occupé une forêt classée de l'État de Côte d'Ivoire et cette forêt sera mise à la disposition de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose qui gangrène beaucoup notre pays. C'est la corruption de nos fonctionnaires. Moi, j'ai vu des sous-préfets, et encore ça ne date pas de maintenant, qui ont vendu des forêts classées aux ressortissants de la CEDEAO. J'ai vu des autochtones, le fait qu'ils n'avaient plus d'intérêt dans le village, en l'occurrence dans mon village, le père de famille étant parti. Faites allusion à ce qui sort. Oh oui, au-delà, mais le fils qui est à Abidjan vient vendre la terre ou la plantation à des ressortissants de la CEDEAO. Et encore, je vais vous dire plus, les propriétaires terriens, au lieu de donner la terre aux jeunes gens qui veulent retourner à la terre, qui sont autochtones, préfèrent vendre ça à un Burkinabé, à un Malien, au lieu de céder la terre à ce jeune homme qui veut faire évoluer. Mon combat est là. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec vous. Je n'en fais pas une fixation du mot précipitation. Parce que ces jeunes-là ont besoin de travailler. Ils ont besoin d'un bout de terre. Et c'est pour cela que la loi doit être évoluée. Et nous participons à l'évolution de la loi. Mais je voudrais ajouter. Il faut que j'ajoute quelque chose. Ça prend pas en compte cette évolution de loi-là. Elle prend pas en compte le droit coutumier. Dites-nous exactement, c'est ce qu'on veut savoir. On veut sortir du droit coutumier. On veut sortir du droit coutumier. On sort du droit coutumier. On ignore ces lois aujourd'hui. C'est ce droit coutumier qui a fait une succession, je dirais, depuis nos ancêtres, du mouvement qui cède des terres à une famille. On laisse ça tomber et on prend en compte la loi Oufou-Boigny qui, à un certain moment, a mis de côté le droit coutumier qui en a fait des premiers frustrés. Parce que Oufou-Boigny a fait des premiers frustrés déjà. Et deuxièmement, il est arrivé la loi de 98 qui a fait des seconds frustrés. Vous savez, on va aller. Non, mais laissez-moi vous dire. Il y a une question, mais essentielle. La question essentielle, c'est celle que vous avez posée tout à l'heure et qui s'impose à nous tous. Celui qui se dit propriétaire de terre en Côte d'Ivoire, doit-il être ivoirien ou peut-il être étranger? Cette question-là, c'est une question comme cela qu'on envoie au référendum. Parce que tant que vous ne la résolvez pas, vous ne pouvez pas évoluer. Quand vous avez fini de la résoudre, le débat est clos. Si on dit qu'il peut être étranger, en ce moment, vous demandez maintenant à l'Assemblée nationale de prendre des dispositions pour ceux qui sont par exemple déjà propriétaires et qui seront frappés par la suite par l'évolution de la loi. Donc, et ça nous donne deux types d'Ivoiriens, deux conceptions de vision de la Côte d'Ivoire. Elles ne sont pas négatives. Il a le droit de penser qu'un étranger peut être propriétaire terrien. Moi, je dis non. Je dis non parce que la terre, c'est ce qu'il y a de sacré pour un citoyen. Je ne peux pas être propriétaire terrien au Burkina. Je ne peux pas être propriétaire terrien au Mali. Les lois de là-bas sont catégoriques là-dessus. Pourquoi voulez-vous que la Côte d'Ivoire appartienne à autrui? La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Mais c'est fondamental. Et le dit, ce n'est pas xénophobe. Ce n'est pas aimer les étrangers ou ne pas aimer les étrangers. C'est une question fondamentale pour mon pays, pour notre pays. Donc à partir de là, nous sommes déjà bloqués. C'est pour cela que je dis à mon frère que je ne suis pas contre ce débat. C'est un débat intéressant parce qu'il y a des gens. Deuxième élément que je voudrais verser.
à notre analyse. Mais vous dites que des Burkinabés ont eu la terre. Moi-même qui suis assis ici, mon père a dû céder une partie de la plantation à un Baoulé, qui est venu donc de Boaké et qui se trouve dans mes terres à Divo, précisément à Nyama Diès. Je m'avais dit, quand j'analyse le document que j'ai écrit pour mon père quand j'étais au CM2, pour qu'il cède la terre à ce Baoulé-là, ce n'est pas un test qui fait de lui un propriétaire terrien. Non! C'est pour ça que la loi prend en compte ce type de cession, qui devient une sorte de location. Vous savez très bien qu'à la rentrée scolaire, ils étaient obligés de mettre une partie de la plantation soit en location pour avoir 50 000 francs. Moi, j'ai fait le lycée scientifique. Mais j'ai eu des difficultés parce qu'il me fallait des verres pharmaceutiques. Mes parents n'avaient pas les moyens. Tout ça, ça dépend de la volonté politique. Comment on peut avoir un pays riche, riche de ses terres, riche de ses fils, et on ne met aucune politique en marche pour que les planteurs soient les plus riches. Vous qui êtes un élu raté, je puis dire, non mais enfin, excuse-moi de dire ça comme ça. Non, manqué, autant pour moi, non, je retire, excusez-moi, je retire. Parce que c'est mon frère. C'est une façon de dire que vous alliez être un élu. Et ça, c'est une question que vous devez pouvoir porter. Dites aux politiques, quand on a un pays riche comme la Côte d'Ivoire, on ne le braque pas à l'étranger. Même vous faites à faire une erreur. En disant que la terre appartient à celui qui a mis en vente. Il a fait que du coup, les Burkinabés, les allogènes, les allochtones ivoiriens ont commencé à être mal regardés dans nos plantations dans le sud. Parce que les Baoulés venaient chez nous pour cultiver. Donc quand vous faites nous dire que la terre appartient à celui qui l'a mis en valeur, ça veut dire, vous les paresseux, taisez-vous et laissez les gens prendre vos terres. Nous n'accepterons jamais. C'est pour ça que je dis à M. Alassane, s'il veut rendre service à la Côte d'Ivoire, qu'il attende que nous nous réconcilions et qu'ensemble, nous tranchions cette question-là. Aucun étranger ne sera lésé. S'il est propriétaire, s'il en a apporté à la Côte d'Ivoire, mais on peut le naturaliser. Bon, maintenant, on finit avec ce thème qui, à mon sens, débouche naturellement sur le second, c'est le code de nationalité. Il me vient à l'idée une question par rapport à ce thème-là. Est-ce qu'il faudrait nécessairement maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, docteur, naturaliser ces propriétaires terriens, ceux qui possèdent des titres fonciers ruraux qui ne sont pas ivoiriens? Faudrait-il les naturaliser de sorte à ce qu'ils soient entièrement propriétaires terriens en Côte d'Ivoire? Oui, avant qu'on ne glisse sur l'autre volet du débat, je voudrais dire à mon frère Boga, il va falloir consolider la nation. Donc quand vous parlez d'évoluer, il y a des éléments à partir desquels on oui, quand il fait la différence, quand il catégorise les Ivoiriens déjà à Divo, c'est-à-dire le Baoulé qui est venu, il a cédé sur son cahier une partie de la terre de son père à ce Baoulé, et qui est là depuis des années et qui a fait fortifier cette parcelle de terre. Je dis qu'il va falloir évoluer. Parce que pourquoi? La terre n'est pas villageoise. La terre appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes une... Mon père est propriétaire, hein? Qu'est-ce que d'accord. Maintenant, ce qu'on va lui demander, il faut qu'il régularise non, sa situation. Chez moi, il n'y a pas de problème. S'il a le titre foncier. Chez moi, il n'y a même pas de problème. Bon, donc il n'a aucun souci. Chez moi, il n'y a pas de Mais souci. le Baoulé qui vient à Zikisso, moi je parlais de cheval. Est-ce que ce Baoulé peut être exproprié? Non, il ne peut pas être exproprié. Il ne peut même pas être exproprié. Et vous dites le Baoulé. Mais le Baoulé est ivoirien. Donc la loi dans 98, non, écoutez-moi, la loi docteur, vous vous contredisez. Non, pas du tout. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure. Non, je viens. Je me contredis en aucun cas. Je vous dis clairement. Je vais vous dire. Non, laissez-moi finir, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Il a dit que c'était une location, un bail. Non, mais il ne faut pas mélanger les choses. Le Baoulé là, il n'a pas de problème. Lui, il n'avait pas, il ne pouvait pas penser à un bail. Et je vous dis que chez moi, à Zikisso, actuellement, les propriétaires de terres sous la loi, l'ancienne loi
ont eu des terres. L'ancien principe de droit. L'ancien principe de droit avait posé. Ont eu des terres qui ont été cédées sur le plan coutumier et même sur le plan légal. Parce qu'ils ont des papiers de l'agriculture qui prouvent qu'ils ont non seulement payé le droit coutumier, mais ils sont allés borner ces champs-là, qui aujourd'hui, c'est le meilleur tonnage de ma sous-préfecture. Et je vous dis, et chaque fois qu'il y a un problème politique, ces personnes dites autochtones sont harcelées. Et aujourd'hui, il va falloir légaliser toutes ces choses-là. C'est des Ivoiriens qui ont travaillé, qui ont fait fructifier ce qu'ils ont eu d'une manière coutumière et d'une manière légale. Est-ce que, quand j'écoute le docteur... Est-ce qu'il en sera pour vous? Est-ce qu'il en peut être autant pour les allogènes? On parle des allochtones. Pour le Baoulé qui vient par exemple dans la forêt du Zikiso, Oui. pour venir à qui un Dida aurait cédé une parcelle de terre pour une exploitation sur une longue durée, une courte durée. Oui. Au bout de 20 ans, 30 ans, peut-être 50 ans, comme vous le dites, sa situation peut être légalisée ou bien régularisée. Oui. Il est ivoirien. Pour l'étranger, d'après vous, comment serait cette situation? Dans la conception encore de nos parents, et je peux vous dire, ces campements baoulés sont devenus des villages. Ils ont construit des maisons en dur, mais ils ne sont pas acceptés en tant qu'originaires de cette localité. Maintenant, pour l'étranger, je vais dire, avant l'indépendance, des étrangers ont été propriétaires de terriens. Des Français, des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, des Dahoméens, ont été propriétaires terriens. Est-ce qu'à l'indépendance, ils ont été expropriés? Et ces enfants-là sont ivoiriens. Attendez, mais vous voyez la contradiction. Non, vous voyez la contradiction. Non, je veux dire par là. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, celui qui possède un terrain, titre foncier rural en Côte d'Ivoire ne peut être qu'ivoirien, même s'il est d'origine étrangère. Donc pour moi, le problème ne se pose pas. Donc pour vous aujourd'hui, mais j'ai une contradiction, pour vous aujourd'hui, le propriétaire des titres fonciers en Côte d'Ivoire ne peut être qu'ivoirien. Mais vous acceptez, ou bien vous accepterez qu'il y ait des propriétaires terriens non ivoiriens. S'il est exploitant de cette terre depuis avant l'indépendance même certains, comment vous voulez l'exproprier de ça? On ne parle pas d'expropriation. Mais bien sûr, mais si vous posez la question comme ça, la question n'est pas claire. C'est lui qui est propriétaire de son terrain depuis avant l'indépendance. Pourquoi vous voulez le lui arracher? S'il fait valoriser. Oui, moi je pense que j'ai accepté tranquillement que vous fassiez la transition, parce que je crois que sur cette première question, on s'est dit l'essentiel. Voilà. Nous avons deux visions tout à fait opposées, mais ce sont des conceptions qui sont bonnes pour un débat intellectuel, pour que la nation, nos parents décident. Parce que quand mon frère quitte la France et qu'il va à Zikiso, à la limite, c'est lui qui doit apporter la lumière. Et souvent, je dis dans mes conférences que si nos parents s'entre-déchirent dans les joutes électorales et tout, c'est par notre faute. Nous qui sommes allés à l'école, nous qui sommes allés à l'occidental et qui revenons vers les parents pour les diviser. Moi, je note que sur ce premier point, il y a deux visions d'intellectuels, deux visions des Ivoiriens, des mêmes Ivoiriens qui sont propriétaires du pays de la même manière, mais qui ont deux visions. Une première vision, celle sans doute de M. Alassane Ouattara, qui pense que la nationalité importe peu pour être propriétaire terrien en Côte d'Ivoire. C'est la continuité un peu du lefoutisme. Quand Oufouet disait que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Moi, j'estime que cette façon de gouverner un État, elle est archaïque. Il faut évoluer. La terre m'appartient en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Et j'ai le droit de dire au monde entier comment est-ce que je veux que ma terre soit traitée. Et je ne peux pas concevoir qu'un non-ivoirien soit propriétaire de terre. Maintenant, à partir du moment où les lois évoluent, s'il y avait des propriétaires, que c'est vérifié,
la loi doit prévoir des dispositions parce que nul ne doit être exproprié. Maître, voilà ma conclusion. L'étranger ne chargera pas la terre de Côte d'Ivoire sur un bateau pour l'amener. Mais laissez-moi ajouter. Laissez-moi ajouter. Non, non, non. Vous dire non, mais laissez-moi. Laissez-moi. Reste en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est votre vision. Ouais, mais laissez-moi vous dire maintenant que. Si l'étranger peut faire évoluer mon pays, qu'il soit émergent en 2020, mais ça, c'est votre. Je soutiens. Merci beaucoup. L'étranger ne chargera pas notre terre pour aller avec elle chez lui. Mais là, je vous informe que le constat qui est fait et que beaucoup d'Ivoiriens comme moi ont pris cette option-là, c'est que tous ces étrangers n'investissent pas chez nous. Parce que nous n'avons pas de disposition légale assez corsée pour obliger ces personnes qui exploitent nos terres à investir dans le pays. Vous défendez les étrangers. C'est une bonne chose. C'est facile de dire. Mais il faut le dire. Je défends mon pays. Mais il faut non, mais apparemment vous défendez les étrangers. Le pays, les Ivoiriens, les Ivoiriens sont divisés. Vous êtes pressés pour aller naturaliser, pour aller donner des terres de nos parents. On va arriver à ce débat. Donnez-le. On y est. Mais il faut laisser ça pour partir. On y arrive. On y arrive. La question de la nationalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien est en train de préparer un projet de loi selon lequel tous ceux qui déclareront être nés en Côte d'Ivoire avant 1961 jusqu'à 1972, je dirais avant 1972, pourront être naturalisés, même pas naturalisés, pourront être ivoiriens de fait. Sur cette question, professeur qui était docteur, qui était déjà avancé là-dedans, quel est votre avis sur ce nouveau code de nationalité à venir? Je ne vais pas refaire le débat que j'ai fait tantôt, mais je suis obligé toujours de regarder ce qui fait courir les dirigeants actuels. On dit, Lina Makoussi avait déjà demandé, mais Laurent Gbagbo n'a pas appliqué. Vous savez que je suis obligé de vous faire une comparaison de deux textes qui ne méritent même pas d'être mis côte à côte. La constitution de notre pays et le texte de Lina Makoussi. Parce que, permettez-moi, mais c'est le débat à l'ordre du jour, puisque le gouvernement de M. Ouattara, donc de Dinton, s'appuie sur des résolutions de Lina Makoussi. La constitution actuelle du 1er août 2000, c'est l'une des rares constitutions dans le monde entier qui a été adoptée par référendum. Moi, j'étais président de la COSUR à Bouaké. Donc, c'est nous qui avons piloté avec M. Guy Honoré. La COSUR, c'est oui, COSUR, la commission de supervision du référendum. M. Guy Honoré était le patron national et il y avait des présidents dans les différentes localités. La constitution ivoirienne actuelle a été adoptée avec 86% du peuple de Côte d'Ivoire. Aucun parti politique, même celui de M. Alassane Ouattara, n'a pas dit voter non. Donc tous les fils ont soutenu ce texte-là. Qu'est-ce que Makoussi, à côté du texte référendaire et de la loi fondamentale de notre pays, qu'est-ce que Makoussi? Et vous allez à Makoussi en janvier 2003, où le peuple ivoirien n'est pas représenté. Parce qu'à Makoussi, qui était à Makoussi? On les connaît, ce sont les représentants des partis politiques. Afin que ça représentait le FPI, les autres, UDPCI et tout cela, les partis politiques. Dans un état de droit, celui qui est censé représenter tous les citoyens, c'est l'État, donc le chef de l'État. À Makoussi, il n'y était pas. M. Fologo, je vous rappelle, était au Togo, représentant de M. Laurent Gbagbo au Togo pour les négociations. Donc, Lina Makoussi, là, d'un point de vue juridique, d'un point de vue politique, ce n'est même pas un accord qui s'impose à la Côte d'Ivoire. Non. C'est un accord entre les partisans qui l'ont adopté. Donc, moi, quand j'ai à faire un choix, en tant qu'intellectuel, en tant que légaliste, je ne regarde même pas Lina Makoussi. Je regarde la constitution de mon pays. Et je dis, la question de la nationalité est fondamentale. Première observation, mais la deuxième, la plus grave, l'erreur grave de Lina Makoussi, c'est de dire, de naturaliser des personnes en groupe, sans que ces personnes n'aient fait l'acte. Parce que la naturalisation, elle est inscrite dans une loi. Non, mais la question n'est pas, c'est pas une question de naturalisation, c'est une question de réhabilitation dans le droit d'Ivoirien, en fait. Parce que ce que pose, la question que pose aujourd'hui
le problème que pose aujourd'hui, c'est ce nouveau projet de loi. C'est qu'à un moment en Côte d'Ivoire, c'est la question que ce projet de loi... Avant 61 et avant 72, il y avait des Ivoiriens de droit qui, pour des raisons et d'autres, parce qu'ils étaient soit analphabètes ou bien ne connaissaient pas un certain nombre de choses, n'ont pas revendiqué leur nationalité parce qu'ils avaient le droit de sol. Et cela, aujourd'hui, c'est au nom de cette voie. Que dit la loi française sur le citoyen qui peut atteint 18 ans? Que dit la loi française? À l'âge de la majorité, vous devez aller signifier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, la loi était très claire. Non, mais il ne s'agit pas là d'une naturalisation. Le docteur Boga, si je comprends bien, allez-y. Je veux dire que moi, je ne veux pas rentrer dans le débat de Linan Marcossi, puisque le président de la République, à l'époque... Non, c'est ce qu'ils ont dit. C'est la base. C'est la base, c'est ce qu'ils ont dit. J'arrive. Il dit c'est Linan Marcossi qui les ont dit. Le président de l'époque, M. Laurent Gbagbo, est venu ratifier Marcossi ici. Non, c'est Kléber. Non, non, mais on est des Ivoiriens aussi, c'est différent. Écoutez, il n'a pas ratifié, il l'a ratifié ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et encore, je vais vous dire plus. S'il n'avait pas ratifié, pourquoi il a fait appliquer un bout de Marcossi? Exemple. Écoutez. La nationalité, exemple. L'éligibilité de M. Alassane, par exemple. D'abord, le gouvernement. Il a changé de premier ministre. C'est ce qu'on lui a fait accepter à Kléber. C'est pas Linan Marcossi, le texte de Linan Marcossi, vous l'avez, vous connaissez les signataires. Kléber était à la chute de quoi? Oui, mais Kléber, ça, nous sommes dans la phase. Non, mais c'est pas ce n'est pas les choses. Je veux dire que quand on a accepté Linas Marcossi, on l'applique. Et le président de la République de Côte d'Ivoire à l'époque est venu ratifier Marcossi ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire par là, quand on accepte un bout, on va... S'il vous plaît, quand on a été, Alassane Ouattara est élu président de la République de Côte d'Ivoire, il prend le pouvoir effectivement en avril 2011. Marcossi, Pretoria, Accra, est-ce qu'on a besoin de ça? Oui, mais l'État a une continuité. Il fait le boulot que Laurent Gbagbo n'a pas fait. Je veux dire par là, Linas Marcossi était dans l'évolution de la politique ivoirienne. On est venu ici... Linas Marcossi était un événement ponctuel pour le mais si on ne l'a pas appliqué et que le litige qui a opposé les Ivoiriens n'a pas été résolu jusqu'à l'élection. Le président qui vient dit que je continue. C'est ce qu'il est en train de faire. Je fais savoir que Linas Marcossi a été ratifié à Kléber. Donc, à partir de ce moment-là, le président actuel continue le travail que Laurent Gbagbo n'a pas su faire. Et Laurent Gbagbo n'a pas su préserver la cohésion des Ivoiriens. C'est ce qui a amené la Côte d'Ivoire dans cette situation. Et le président actuel, malgré qu'il a des difficultés, puisqu'il y a des personnes qui veulent... Mais il continue. Il fait son travail pour faire stabiliser la Côte d'Ivoire. Et en cela, on revient à la nationalité. Vous savez, on était tous en Côte d'Ivoire. On avait le droit du sol. Mais qui a interrompu le droit du sol? En arrachant les cartes d'identité aux Ivoiriens. C'est qui? Dites-nous. Vous le savez très bien. Non, informez-nous. Vous n'êtes pas créateur d'une association de droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Mais informez-nous sur cette question-là. Sous Laurent Gbagbo, l'identité des Ivoiriens était arrachée. Oh là 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 là. Je peux rappeler. Non, s'il vous plaît. Nous sommes là parce que vous savez, nos compatriotes nous regardent. Non, permettez-moi. Non, pas m'interrompre. Je vous ai laissé parler. Laissez-moi finir. Allez-y. Je vais vous dire. Pour donner des éléments pour les Ivoiriens, pour qu'ils sachent quel Ivoirien a qui a été déposé les la crise, vous croyez que la crise est venue comme ça? Cette crise que nous avons vécue et qui a divisé la Côte d'Ivoire. Elle est venue à partir de 2000 à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Mais bien sûr. Après le coup d'État de 99, la crise a été accentuée. La crise a été accentuée quand Laurent Gbagbo
s'est installé au pouvoir. Et lorsqu'il a commencé à déposséder les Ivoiriens de leur nationalité. Donc, ça c'est une réalité. Et nous savons qu'auparavant, les citoyens étaient citoyens ivoiriens, c'est lui qui était né en Côte d'Ivoire. Et Marc aussi, au Roubaix. Et le fait que Laurent Gbagbo n'a pas fait son travail, Alassane continue. Et maintenant, si on résout ce problème-là, effectivement, je rejoins le docteur, celui qui veut acquérir la nationalité ivoirienne, fait la démarche. Sinon, tous ceux qui ont l'âge de cette situation-là doivent avoir la nationalité ivoirienne. Permettez-moi de dire deux petites choses. Parce que nos compatriotes nous regardent, le monde entier nous regarde. C'est pour ça que je suis venu. Voilà. Et donc il faut que nous puissions dire les choses dans leur contexte. En fait, cette question de la nationalité, M. Alassane Ouattara tente de rattraper une injustice qu'il a créée à un bon nombre de ressortissants de la sous-région qui étaient installés en Côte d'Ivoire et qui étaient faits ivoiriens. Il faut rétablir les choses dans leur contexte. Avant que vous ne dise que la terre appartient à celui qui la met en valeur, souvenez-vous bien que beaucoup de ressortissants de la sous-région avaient acquis la nationalité ivoirienne, soit frauduleusement de la part de nos agents de politique ou bien les agents dans les mairies, etc. Et à l'époque, on a parlé de bétail électoral du PDCI-RDA. M. Alassane Ouattara arrive à 89, il est nommé à 90, Premier ministre. Et tout à l'heure, je disais, jeune cadre venant de l'extérieur, dans sa vision de la gestion d'un pays, on fait toujours la différence entre les nationaux et les non-nationaux. C'est lui qui a instauré la carte de séjour. Ça n'a rien à voir avec la nationalité ivoirienne. Vous me permettez. Une carte de séjour, celui qui n'est pas, ivoirien, il ne va pas demander. Un ivoirien ne va pas demander une carte de séjour. C'est aussi simple. Mais laissez-moi faire mon raisonnement, si vous permettez. Souffrez un peu, mais bon, c'est ça. Non, mais un ivoirien ne va pas demander une carte de séjour. Non, mais je suis. Donc, la carte de séjour a été faite pour les étrangers. Très bien, très bien. Il fut un moment dans l'évolution de la Côte d'Ivoire où j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur. J'étais le collaborateur du ministre Martin Bléau, président de la LIDO au plan national. J'étais président de la LIDO à Bouaké, enseignant-chercheur à l'université de Bouaké. Après la crise de 2002, j'ai dû marcher avec mes étudiants pour venir habiter. Martin Bléau est nommé ministre. Je travaille donc au ministère de l'Intérieur. Et je vais vous dire ceci. Lorsque vous instaurez la carte de séjour, comment le policier qui est sur la route, il fait la différence entre les Ivoiriens? Je vous donne exactement d'où vient la crise que nous avons connue aujourd'hui. Vous avez instauré la carte de séjour, mais vous n'avez pas formé les policiers et les gendarmes sur la route pour ne pas... Comment il fait dans les noms? Les noms, il faut qu'on crève l'abcès pour regarder très bien. Les noms, les Kwame de ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire et les Kwame qui sont de la Côte d'Ivoire, les Adama qui sont de la Côte d'Ivoire, les Adama qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Donc certains policiers ont été zélés. Certains gendarmes ont été zélés. Même il suffisait que vous soyez en boubou, dans le bus, ils vous catégorisaient, ils vous stigmatisaient. Les Ivoiriens en ont souffert. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute au gouvernement. Et M. Alassane Ouattara, c'est lui qui a instauré cela. C'est à partir de là que le clivage s'est fait entre Ivoiriens et non-Ivoiriens. Entre hommes à boubou. Mais moi je vous le dis, parce que permettez au moins que je vous le dise. Même si vous souffrez parce que c'est la réalité. Vous n'allez pas me convaincre. Non, mais il est en train de rattraper aujourd'hui. Il est en train de rattraper aujourd'hui le grand tort qu'il a fait à tous ces gens qui sont venus. D'ailleurs, et à qui le PDCI-RDA de M. Félix Houphouët-Boigny avait distribué des cartes nationales d'identité. Voilà l'ambiguïté qu'il faut... Non. Il faut... Je ne vais pas laisser dire ça. Non, mais l'ambiguïté... J'ai le droit de terminer mon analyse. Je suis désolé. L'ambiguïté entre la carte de séjour et la carte d'identité. Non, vous ne me suivez pas. Quand vous instaurez la carte de séjour, attendez. Quand on vient d'ailleurs, on a droit à une carte de séjour. Quand on est ivoirien, on a droit à la carte d'identité. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la... Donc, ceux qui avaient la carte d'identité, même s'ils s'appelaient Adama Diomandé comme moi,
S'il venait du Mali et qu'il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait une demande de carte de séjour, c'est un étranger. Vous ne pouvez pas confondre, vous n'allez pas me dire que les policiers font des analyses. Non, c'est parce que vous ne comprenez pas. Je veux dire mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Parce que vous ne comprenez pas. Moi, je comprends. Mais laissez-moi vous expliquer. Mais c'est moi qui ai la parole. Laissez-moi vous expliquer. Oui. Laissez-moi souffrir que je vous explique. Écoutez, souffrez que je vous explique. Lorsque il est arrivé et il s'appelle Adama, venu du Mali et tout cela, et qu'il a la carte d'identité de Côte d'Ivoire. Voilà le problème de fond. Il a déjà la carte nationale d'identité de Côte d'Ivoire. Et le policier le prend. Qu'est-ce que ça va? Non, mais attendez, mais là, vous allez voir, ça, non, mais ça vient à partir du moment où la carte de séjour est instaurée et le policier maintenant va établir. Vous avez la carte d'identité, on a même découvert dans des marchés à Abidjan où on établissait des cartes d'identité. La carte d'identité jaune, où on la tapait pour donner à des gens. À partir de ce moment-là, si nous voulons... Non, laissez-moi... Si nous sommes là, c'est parce que quand même nous sommes civilisés. C'est parce que nous sommes quand même civilisés. Donc, restons civilisés jusqu'au bout. L'échange aussi, ça, hein, la contradiction, c'est ça. Oui, mais ce n'est pas de couper l'autre. Dans un raisonnement. On est dans un temps, donc je ne vais pas vous laisser développer. Je ne vais pas vous laisser développer une thèse qui n'est pas... Qui n'est pas la vôtre. Non, qui n'est pas... Mais qui est la réalité. La réalité... C'est votre réalité. Non, mais c'est la réalité du pays. Les gens avaient des cartes d'identité. Les gens avaient les cartes d'identité de Côte d'Ivoire. Ils étaient ivoiriens. Parce qu'ils ont la carte d'identité ivoirienne. Ils n'avaient pas besoin de carte de séjour. Mais justement, à partir du moment où vous instaurez, et tout le monde le sait, puisqu'on a attrapé des gens avec des machines en train de vendre la nationalité ivoirienne, c'était vérifié. Quand M. Alassane arrive et qu'il instaure la carte de séjour, c'est une façon de demander au corps de police et de gendarmerie, faites le point de la situation. En fait, il y a des gens qui peuvent avoir des faux papiers. Il y a des gens qu'on prend qui ont des faux papiers. Et en faisant le tri pour les faux papiers, ils en ont frustré des vrais Ivoiriens. Moi, je vous explique. Mais c'est notre travail. En voulant faire le distinguo entre l'Ivoirien qui s'appelle Camara ou bien machin, mais qui est natif de Côte d'Ivoire, qui est Ivoirien, comme moi, comme toi, le policier a commis des bévues. Le gendarme a commis des frustrations sur des vrais Ivoiriens. Voilà où commence notre palabre. Voilà où commence la guerre en Côte d'Ivoire. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Mais donc ça part de quand? Ça part du moment où vous instaurez la carte de séjour. Avant cela, il n'y avait pas ce problème. C'est pour cela que je dis que M. Alassane veut rattraper ce qu'il a créé. C'est tellement invraisemblable ce que vous dites, puisque ce n'est pas cette solution dans des villages que j'ai connus, quand on va exproprier des citoyens ivoiriens, parce qu'ils s'appellent Yenema Koulibaly, ou bien de son nom déjà, on dit qu'il n'est pas ivoirien, on lui arrache sa carte d'identité, le contrôle des pièces d'identité n'a rien à voir avec ça. À quel moment? Et vous croyez que... À quel moment? Vous croyez que... C'est la période que je cherche pour comparer, pour vous faire comprendre que... Sous Laurent Gbagbo, parce que ça ne s'est jamais passé sous Houphouët-Boigny, sous Henri Konan Bédié. Ça ne s'est jamais passé. La crise d'identité, elle est née, mais qui envoie l'ivoirité, les questions, tout ça là? Oui, ça c'était... C'est Laurent Gbagbo aussi? C'était un débat intellectuel. Laurent Gbagbo aussi? C'était un débat intellectuel. L'ivoirité là? Mais... L'exclusion là? C'est Laurent Gbagbo? On avait espéré. Moi, je demandais à Laurent Gbagbo, il vous hante l'esprit. Non, pas du tout. Mais non. Dites les choses comme ça. Moi, je vais vous dire. Je vais vous dire une chose. Je vous dis. Laurent Gbagbo, notre génération, nous avons tous espéré que Laurent Gbagbo allait faire évoluer cette société. Et alors? Dans ces discours, même en France ici, nous avons... Et vous le déposez à la haie? Quelqu'un en qui vous aviez espéré hier? Écoutez, c'est pas moi qui l'ai déposé, c'est l'acte qu'il a posé. Il a posé quel acte? On ne va pas revenir. Par rapport à Ouattara? Je vais vous dire. Il a posé quel acte? Je vais vous dire, on ne va pas revenir. Il a posé quel acte? Par rapport à Soro Guio?
non, je ne suis pas venu à ce débat pour débattre ça. C'est un autre débat si vous voulez. Non, mais moi, je veux construire une Côte d'Ivoire. Je veux dire que quand on perd une élection, on accepte et on le fait. On ne dit pas qu'on va jusqu'au bout et ça occasionne 3000 morts. Et s'il a fait ça, il a... Qui a perdu l'élection? Ne nous éloignons pas. Vous ne dites pas des choses comme cela. Écoutez, moi je suis les textes. S'il avait gagné les élections, il serait président aujourd'hui. À gauche, nous allons, que mon autorité va être foulée au pied. Voilà, revenons au sujet. Je ne ferai rien à vous. Voilà. Merci de m'écouter. Revenons à la question. Aujourd'hui, le nouveau projet de loi concernant le code de nationalité en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, va revenir sur la question de ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire avant 1972. Ce ne sera pas une naturalisation apparemment, mais une réhabilitation de ces Ivoiriens-là dans leurs droits. Vous, comment vous jugez cet acte? C'est normal ou bien ce n'est pas normal? Parce qu'en vous entendant déjà, vous mettez en doute, ou du moins vous avez un regard un peu plus douteux sur le fonctionnement de notre administration. Là où c'est le problème. Si moi, je pose la question à un Yéléma Koulibaly, qui déclare qu'il est né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 1959, laissez-moi vous dire. Ils sont un document qui sont de l'administration ivoirienne dont vous deux vous doutez. Mais laissez-moi vous dire. On peut prendre en compte. Laissez-moi vous dire. Je soupçonne, et comme beaucoup d'Ivoiriens, je soupçonne M. Alassane Ouattara et son gouvernement de vouloir chercher un bétail électoral pour demain. Je soupçonne, c'est mon droit. Pourquoi? Parce que je dis, dans une crise où les vrais Ivoiriens, eux-mêmes entre eux d'abord, ils ont des problèmes. Ils sont divisés. Vous vous précipitez pour aller naturaliser, ou bien pour aller reconnaître. Vous allez reconnaître qui? Pour des frustrés aussi, ils ont été frustrés. Mais ils sont frustrés. Comme beaucoup d'Ivoiriens sont frustrés. Je dis, cette question-là, elle va faire débat et elle va diviser davantage les Ivoiriens parce que, vous savez pourquoi les Ivoiriens ont peur? Et je fais partie de ces Ivoiriens-là. En 2010, M. Beguel Mambé était président de la commission électorale indépendante. Qu'est-ce que nous n'avons pas découvert sur la liste électorale? Souvenez-vous de la liste électorale, au moment où nous la concevions, il y avait une liste grise et une liste blanche, et une liste grise. Parce que il y avait des personnes, tu comprends, ça permettait aux gens de voir un peu, des gens peuvent avoir des papiers, mais acquis de façon frauduleuse. Mais il s'est trouvé sur la liste. Et puis un matin, M. Beguel Mambé sort une liste sur laquelle se trouvait plus de 500 000 non-ivoiriens. Issus de la fameuse liste grise. Issus de la fameuse liste grise. Ça a bloqué. Parce que la nationalité était douteuse selon vous. Tout à fait, mais ce n'est pas selon moi. Pourquoi on a fait une liste noire, une liste blanche et une liste grise? C'est parce qu'il y a des doutes, même la nationalité douteuse là. Vous me rappelez un bon mot utilisé par M. Tiakone en 2010, en 2000, dans le cas de M. Alassane Ouattara, quand il a dit nationalité douteuse. Et aujourd'hui, tous ces gens-là, après avoir fait aller, non, mais c'est parce que mon pays a des problèmes. Ne nous éloignons non, je ne m'éloigne pas. S'il vous plaît, non. Parce que, non, on est d'accord, mais de temps en temps, permettez que sur cette question de la nationalité, notre pays, nous essayons de faire évoluer le débat. Notre pays a des problèmes. Il n'y a plus d'intellectuels logiques, conséquents, qui s'appuient sur les textes. M. Alassane Ouattara, il dit qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Mais président non, ça c'est lui qui le dit. Moi je ne le reconnais pas. Oh, c'est mon droit, mais bien sûr. Mais je vis en Côte d'Ivoire et je connais la date. Si vous venez d'arriver, non? Attendez, vous n'avez pas de problème. Donc calmons-nous s'il vous plaît. Mais je vais vous dire. La date c'est quand? La date c'est quand? Mais c'est pas vous. Vous, pourquoi? La date c'est quand? Vous en quoi? Comme ça vous allez prendre des dispositions? La date c'est quand? Vous allez prendre des dispositions? Vous tombez. Alors vous perdez votre temps. Merci. Donc je termine pour dire, quand on est président de la République, notre pouvoir s'assied sur le peuple et sur le texte, la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale qui est la boussole de tout président de la République. Quand vous violez la Constitution, vous tombez. Monsieur, je termine. Non, je termine. Écoutez, il y a des timings. Hein. Je termine. Monsieur Alassane laisse la Constitution et il se met
il se précipite sur l'Union Marcoussi. Les Ivoiriens ne se reconnaissent pas. Les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans le texte de l'Union Marcoussi. Les Ivoiriens se reconnaissent dans leur loi fondamentale, la Constitution de Côte d'Ivoire. Demandez à M. Alassane de commencer par respecter la Constitution du pays. Monsieur, par rapport à l'Union Marcoussi. Ce que je vais vous dire. Dites-le moi. Ceux qui seront réhabilités dans leurs droits. Ils vont vous élire en 2015. Après votre intervention, nous allons vous laisser. Ceux qui seront réhabilités. Ils vont vous élire en 2015. Non, ils ne seront même pas électeurs. Ah non, mais vous avez le pouvoir. Non, ils ne seront même pas électeurs. Vous la Constitution. Quand vous pouvez prendre un décret. Vous pouvez nous laisser finir, s'il vous plaît. Il va prendre un décret pour les rendre électeurs. Ils ne seront pas électeurs parce que quand ils vont être réhabilités, il faut 10 ans d'abord qu'ils soient électeurs. Mais ça, c'est quand on veut appliquer. Donc, quand on veut appliquer la loi. Je vais vous dire que vous soulevez toujours la division de la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays, nous devenons une nation. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces citoyens. Ceux qui sont ivoiriens seront citoyens. Pour dire que Alassane n'a pas besoin de bétail, puisque sans ces électeurs-là, il a été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Vous le savez. Sur quelle base? Vous le savez. Sur quelle base? Qui vous l'a dit? Écoutez, c'est lui. Il a été élu. Qui vous l'a dit? Attendez. Qui vous a dit qu'il a été élu? La communauté internationale. Non. Mais qui? Le président de la Cour. De quel coup? Vous oubliez? De quel coup? Non, attendez, non, il y a un problème de fond. Calmez-vous, cher ami. C'est lui. Oui. C'est lui qui est. La commission électorale indépendante, n'est-ce pas? Non. Qui a dit que M. Ouattara a été l'ami intime, qui était directeur de campagne de Gbagbo, qui vient de chez toi, hein? C'est qui vous voulez parler de qui? Je vais vous laisser dire le nom. Qui? Ben, je vous laisse dire le nom. Qui a dit que M. Ouattara a gagné l'élection? Moi, c'est la question que je vous pose. Qui? Non, c'est lui qui a dit que le diable l'avait pris et qu'il a fait une... Yaoundé. Attends, il va le dire lui-même. Mais c'est pas possible. C'est lui qui a dit que M. Ouattara a gagné l'élection. Écoutez, non, monsieur, je vous ramène au résultat. Le résultat de l'élection a été donné le 3 décembre 2010. Ce n'était pas le résultat. C'était quoi? C'était un résultat fabriqué par Yaoundé. Fabriqué par Yaoundé. Bon, je pense que nous sommes à la fin de notre débat. Parce que moi j'ai fini. Moi j'ai fini. C'est moi qui. Oui, mais moi j'ai fini. Je n'ai plus rien à dire. C'est moi qui organise le débat. Je n'ai plus rien à dire parce que. C'est un résultat fabriqué. Monsieur Diomandé, 2 minutes. Moi j'ai du respect pour les institutions de mon pays. Monsieur Diomandé, 2 minutes. C'est lui qui applique. Vous pouvez m'accorder 5 secondes. Docteur Bora, pour l'instant ici, c'est moi qui ouvre le débat et c'est moi qui le ferme. Oui, mais moi j'ai le droit de me taire si je pense que le débat est clos pour moi. Vous n'avez pas le droit de dire que ce débat est clos. Oui, pour moi. Voilà, vous n'avez pas le droit de vous dire. Donc, monsieur Dumondé, je vous laisse finir, mais je vous donne 1 minute pour votre mot de fin. Sur la thèse que vous êtes en train de... Ouais, je veux dire qu'il n'y a pas de détail. On veut réhabiliter des Ivoiriens à qui on n'a pas accordé leur droit de citoyenneté. C'est tout ce qu'on veut faire. Alassane Ouattara est en train de terminer le travail que Gbagbo n'a pas voulu faire ou il n'a pas su faire. Donc, donner la dignité à un citoyen, c'est faire évoluer son pays. C'est tout ce que le président compte faire. Donc, on peut tracer des stratégies comme on veut. Je viens de rappeler au docteur que ces personnes-là, quand ils vont acquérir la nationalité ivoirienne, ne seront pas des électeurs en 2015. Donc, maintenant, si il ne reconnaît pas le président de la République, pourquoi il demande la réconciliation alors? Pour le moment, pourquoi il demande à ce que le président de la République accorde sa grâce à ses opposants? Pour le moment, le président de la République de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Okay. Peut-être que lui ne le reconnaît pas, ça c'est son problème. Mais les Ivoiriens reconnaissent Alassane Ouattara comme le président de la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur Demandé. Vous avez 1 minute et demie au thème de cet échange. Qu'est-ce que vous avez retenu? Tout d'abord, jeune frère, je me permets de te dire merci devant la Côte d'Ivoire
Je pense que nous avons besoin de ces échanges-là, même si c'est pimenté, mais c'est ce qu'il faut pour aller à la réconciliation. Et j'ai été heureux d'échanger avec mon frère. Il se trouve que je m'appelle Adama Diomandé, mais je viens des Ikiso. Et s'il veut tout à l'heure, nous pourrons échanger en Dida. C'est ce qui fait la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire qu'on peut craindre, mais si on va en face de la réalité, les problèmes peuvent se résoudre. Puisque moi-même, qui vous parle, j'ai hérité d'une terre à Zikiso. Mais ça s'est fait comment? C'est parce que ces personnes de la génération de mon père, quand il s'est installé à Zikiso en 1946, il a construit la première maison en dur dans ce village-là. Et ses amis lui ont considéré mon père comme autochtone. On lui a cédé, premièrement, une parcelle. Voilà la réalité. Je pense que si nous échangeons comme ça, le problème du foncier rural peut se résoudre en échangeant, en touchant la vraie réalité. Je vous remercie de m'avoir invité et de me faire rencontrer avec mon frère, le docteur Sako. Merci, M. Adama Diomandé, président de l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés. Nous allons donner la parole au docteur Boga Sako, à qui j'espère acceptera de parler pour donner son mot de fin. Après cet échange. Oui, j'ai une supplique à faire. C'est-à-dire que pour moi, vous m'avez rejoint, le débat est clos, mais j'ai fait une supplique. La supplique est la suivante. Monsieur Adama Diomandé, il faut que vous compreniez que la question de notre élection fait jurisprudence dans le monde, où le 3 décembre 2010, un conseil constitutionnel proclame le vainqueur de l'élection, et le 6 mai 2011, le conseil constitutionnel, le même conseil constitutionnel, revient pour dire le vainqueur, ce n'était pas l'autre, mais c'est celui-là. Entre les deux résultats, il y a un mensonge quelque part. C'est pour cela que le doute perdurera. Mais on peut retenir que Dr Boga veuille, qu'il ne veuille pas, M. Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire. D'où ma supplique. À partir du moment où il est président, puisqu'il est là, qu'est-ce qu'il fait maintenant pour que les Ivoiriens se retrouvent? C'est là le fondamental. C'est pour cela que chaque fois que je fais mes conférences, je lui envoie cette adresse. Les uns veulent, les uns ne veulent pas. Les Français t'ont installé. Ce n'est pas les Français qui t'ont installé, les FSI, tout ce qu'on veut. À la limite, c'est un débat qui est dépassé, mais tu es là. Les fils de la Côte d'Ivoire sont dehors. Des fils sont dehors. Tu fais quoi? Des fils sont en prison, près de 711 prisonniers politiques. Non, il y en a qui ont fait des crimes, tu vas trier tout cela. Ça pose un problème. Et quand, je termine s'il vous plaît, quand vous voulez que le pays se retrouve, en tant que chef de l'État, posez des actes pour que les Ivoiriens se retrouvent. Le débat d'aujourd'hui, il est intéressant, mais il ne m'intéresse pas moi seul. Il ne t'intéresse pas moi, toi seul. Il intéresse tous les Ivoiriens. Et j'ai peur, d'où ma supplique. J'ai peur que M. Alassane ne nous dresse pour rien les uns contre les autres. J'ai peur que M. Alassane ne fasse que l'étranger soit mal vu. Parce qu'il y a l'après Alassane. Le problème, c'est que vous ne pensez pas à l'après M. Ouattara. Alors que tout pouvoir politique est éphémère. Oufou est passé. Bédi est passé. Laurent Gbagbo, il est enlevé. M. Ouattara, il va partir demain aussi. Mais quand vous allez créer le fossé entre les nationaux et les étrangers, comment on va faire demain? C'est pour cela que je vous supplie, je le supplie. Moi, je voudrais plutôt que les Ivoiriens se retrouvent et qu'ensemble, nous puissions débattre des questions du foncier, des questions de la nationalité. Ensemble, entre frères du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Sinon, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je suis très content de vous avoir rencontré et je vous encourage aussi. Acceptons la différence. Je ne suis pas obligé de t'imposer ma vérité. Tu ne peux pas m'imposer ta vérité. C'est comme ça que Dieu nous a fait différents. Merci, docteur Boga Sako. Non, merci, c'est fini. Merci.
Voilà, Event News TV a été très heureux de recevoir nos deux interlocuteurs aujourd'hui. Comme le dit très souvent un ami que j'affectionne particulièrement, David Gakonzi, quand les hommes se parlent, ils ne se tuent pas. Et c'est important que les Ivoiriens apprennent à se parler et ils éviteront d'aventure de se tuer. Aujourd'hui, Event News TV vient d'ouvrir une lucarne pour que les Ivoiriens puissent se parler. Espérons que cela puisse faire jurisprudence, comme le docteur vient de le dire, que cela puisse servir à nos hommes politiques qui s'asseyent autour d'une table ronde comme celle-là, de sorte à se parler, pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes se parlent à nouveau. Merci au cadreur, merci à Isaac, merci à Tidiane Moula, tout en espérant vous retrouver, chers téléspectateurs. À la prochaine. Merci.